L'Iran va-t-il sortir de l'accord nucléaire après les menaces de Donald Trump? On en parle avec une des meilleures spécialistes de la région, Firozeh Navandi, directrice du Centre d'études de la coopération internationale et du développement à l'Université libre de Bruxelles. Merci à vous d'être avec nous. Alors, Donald Trump a décidé de sanctions financières et juridiques contre l'Iran. Il a en quelque sorte refait passer l'Iran dans l'axe du mal, tout le contraire de la politique de Barack Obama. Pourquoi a-t-il fait cela, selon vous ? Alors, c'est une politique qu'il avait déjà amorcée lors de sa campagne électorale, c'est-à-dire qu'il avait fait des discours quand même très durs contre l'Iran, et puis il a été élu et s'est rapproché de l'Arabie Saoudite et d'Israël. Et donc, grands rivaux de l'Iran. Oui, c'est ça. Ce sont les deux pays qui étaient très fortement contre la signature des accords sur le nucléaire. Et donc, il a effectivement continué dans sa menace. Néanmoins, sans vraiment se retirer. D'ailleurs, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Évidemment, ça peut envenimer la situation, dans la mesure où les États-Unis ne sont pas seuls dans cet accord. Et donc, il continue dans cette lignée. Il monte le ton, d'une certaine manière. L'Iran, en même temps, joue sur deux niveaux. C'est-à-dire que le président Rouhani, en même temps, dit qu'il voudrait continuer dans cet accord parce que c'est quand même à l'avantage de l'Iran de garder de bonnes relations et une bonne situation au niveau international, mais en même temps menace également de rétorquer si Trump met en place les politiques qu'il annonce. Maintenant, entre ce que Trump annonce et ce qu'il fait, il y a toujours quand même un décalage. Il faut rappeler que cet accord, justement, a permis à l'Iran de revenir sur la scène internationale. Alors, est-ce qu'on peut vraiment imaginer aujourd'hui qu'il y ait une nouvelle crise autour du nucléaire iranien ? Alors, je ne suis pas sûre que tous les acteurs veuille qu'il y ait une nouvelle crise. Je pense que nous sommes au niveau d'une dispute, disons, plus rhétorique que réelle. Néanmoins, au niveau international, la situation peut toujours basculer. Il y a quelque chose qui peut changer. Mais pour le moment, je ne suis pas sûre qu'aucun des acteurs, je parle de l'Iran et de Trump, parce que Trump, c'est pas quand même tous les États-Unis non plus, même s'il en est le président, et avantage à ce que une crise commence, et donc on aura toute la région qui sera en ébullition d'une certaine manière. Est-ce que, selon vous, c'est une préoccupation de la société iranienne actuellement ? Alors, rapport avec les États-Unis, oui, justement. Je pense que depuis toujours, dans l'histoire de l'Iran, en tout cas depuis le XXe siècle, les relations entre l'Iran et les États-Unis ont été une préoccupation des Iraniens, dans la mesure où, à tort ou à raison, parfois à raison, mais souvent aussi c'est un peu d'imagination, ils ont l'impression que les États-Unis, et en particulier les présidents américains, ont une influence sur ce qui se passe dans le pays. Et donc, si la situation avec les États-Unis se détériore, ils sont conscients que cela va avoir une influence sur leur situation économique. Et ça, c'est vraiment le problème essentiel des Iraniens plus qu'autre chose, puisque les accords, comme vous l'avez dit, sur le nucléaire, étaient supposés améliorer la situation de l'Iran au niveau international, mais aussi retrouver des contrats, justement. Améliorer la situation économique. Et cela tarde à La fin des sanctions, elle n'a rien changé, selon vous ? Elle a quand même ouvert la porte à beaucoup d'acteurs, en particulier les Européens. Se sont quand même rués d'une certaine manière sur l'Iran pour les contrats, mais les sanctions et les menaces des États-Unis freine un petit peu les choses, emprisonne un petit peu la liberté de faire chez les entrepreneurs. Et d'ailleurs récemment, le président Rouhani a dit que dans la situation actuelle, s'il n'y avait pas des changements, les caisses de l'État sont vides. À quoi ressemble la société iranienne aujourd'hui ? Est-ce qu'elle vit bien ?
Alors, cela dépend. Vous êtes sociologue, hein? Oui. Et justement, je vais vous donner une réponse de sociologue dans la mesure où cela dépend de quelle classe sociale et cela dépend d'où vous regardez la situation. Alors, il y a une partie de la population privilégiée qui vit très bien, surtout qui s'est enrichie, qui vit totalement de manière décalée. Et puis une majorité d'Iraniens qui doivent combattre pour survivre. Et puis il ne faut pas oublier les 20% de la population qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Donc on est dans un pays de contraste où la situation économique est très compliquée, où les questions environnementales sont de plus en plus pesantes et où la chape morale est aussi quelque chose qui étouffe une grande partie, en particulier de la jeunesse, qui est quand même importante dans ce pays. Mais ces jeunes, justement, on imagine qu'ils veulent sortir de ce carcan imposé par le régime. Est-ce que, selon vous, le régime l'entend? Le régime l'entend. Néanmoins, il n'est pas sûr qu'il veuille faire quelque chose parce que céder sur certains points, en particulier les relations entre les hommes et les femmes, les sorties, la liberté évidemment politique, les vêtements, tout simplement également, ce serait avouer qu'on s'affaiblit. Et qu'on désavoue aussi ces valeurs-là, peut-être. Et qu'on désavoue, puisque ce régime est quand même, a été mis en place aussi sur une base morale, la famille, la situation de la femme, les valeurs morales musulmanes. Et donc, céder, c'est faire marche arrière. Donc, le régime l'entend. On le voit à travers les discussions dans les journaux. Il y a régulièrement des articles écrits sur les valeurs familiales, le problème des mariages qu'ils appellent les mariages blancs, c'est-à-dire des garçons et des filles qui vivent ensemble sans être mariés. Enfin, il y a plein de problèmes, donc il les entend. Et ils font aussi des choses. Ils envisagent aujourd'hui d'autoriser Twitter et YouTube, par exemple. Oui, bien sûr. Dans la mesure où ils se rendent bien compte, d'abord parce que tous les dirigeants iraniens utilisent Twitter. Et des millions d'Iraniens aussi. Il y a un peu d'hypocrisie aussi en même temps dans cette mesure. Alors, ils ont voulu contrôler pour des raisons, disaient-ils, morales, mais il y a aussi beaucoup de précautions politiques là-dedans, parce que les réseaux sociaux, c'est la manière aussi de communiquer très rapidement, de se rassembler pour les jeunes, d'organiser des événements, etc. Mais bon, il y a plein de moyens de détourner les interdictions et les jeunes et les Iraniens qui ont accès à Internet utilisent beaucoup d'autres moyens et d'autres réseaux. Donc finalement, il vaut mieux laisser légaliser plutôt, disent-ils, en contrôlant quand même le contenu moral, que d'interdire, parce que ça ne sert pas à grand-chose. On parle de réformateurs, de modérés en Iran. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Alors c'est un vocabulaire qui est très occidental, parce que... Est-ce qui s'applique justement à l'Iran ? Alors c'est la manière la plus simple, disons, de faire la distinction entre les différents dirigeants iraniens. Les réformateurs, entre guillemets, théoriquement, sont considérés comme ceux qui veulent du changement. Les conservateurs, ceux qui vont, disons, empêcher les changements. Néanmoins, il y a une différence à faire parce que vous pouvez être réformateur d'un point de vue économique, mais d'un point de vue moral, ne pas l'être. Vous pouvez être très ouvert d'un point de vue, plus ouvert d'un point de vue moral et puis vouloir une politique économique. Donc, en gros, disons que c'est la différence qu'on fait entre le camp du guide, beaucoup plus conservateur, et actuellement le clan du président, plus réformateur. Et justement, alors qu'il ne l'est pas non plus réellement, mais bon. Et justement, qui est-il ce président Rouhani ? Peut-on s'attendre à des réformes de sa part ? En tout cas, c'est ce que la population a espéré. La population qui a voté 2 fois pour le président, qui vient d'être reconduit dans ses fonctions, mais néanmoins,
Rouhani est un homme de l'establishment. Il a fait toute sa carrière à différents postes très importants. Mais ce sont toujours des apparatchiks qui arrivent au sommet de l'État. C'est un apparatchik. Et on peut bien se rendre compte que dans le premier terme de son mandat, il n'a pas vraiment fait changer les choses. Les préoccupations essentielles, économiques, droits de l'homme, morale, ouverture, il n'y a rien qui a vraiment changé. Et dans son nouveau cabinet, alors que ceux qui ont voté pour lui, qui avaient voté pour lui, espéraient qu'il y ait des femmes, des minorités, enfin un petit peu d'ouverture, se rendent compte qu'il n'en est rien. Au contraire, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de minorités et beaucoup de conservateurs. Est-ce que c'est une nouvelle déception à la manière de Mohammad Khatami, président iranien de 1997 à 2005 ? Les Iraniens attendaient beaucoup de réformes de sa part, il ne les a pas menées. C'est rappelé d'ailleurs dans votre livre, Iran, aux éditions de Beck. Pour quelles raisons ? C'est toujours à cause du Conseil des gardiens de la Révolution ? Alors, ce n'est pas seulement à cause du Conseil des gardiens, mais les différentes institutions non élues ou partiellement élues et qui sont des créations toutes faites de la République islamique jouent un rôle, mais c'est aussi le résultat d'une lutte de pouvoir, du factionnalisme qui existe en Iran et de l'opportunisme. Khatami a fait beaucoup de promesses. Il n'a pas réussi dans son premier mandat à faire passer ces promesses. Il en a été de même pour Rouhani. Enfin, en tout cas, il semble que ce soit la même chose pour Rouhani. Donc, c'est cette lutte à l'intérieur de cette institution islamique qui fait que les présidents n'arrivent pas à faire passer leur discours ou leurs promesses, mais il ne faut pas oublier qu'ils ne vont jamais aller très loin parce qu'ils font partie de cet establishment. Vous le voyez comment, l'avenir de l'Iran, en quelques mots ? Eh bien, ce que je peux espérer, parce que je ne vois pas trop comment ça peut évoluer, mais ce qu'on peut espérer, c'est que, en tout cas, la situation économique s'améliore. Je pense vraiment aux Iraniens avant tout, que l'Iran puisse rentrer ou rester, parce que maintenant sa situation au niveau international s'est quand même améliorée, mais qu'il n'y ait pas de crise au niveau régional, parce que là il y a aussi la question de l'Irak, de la Syrie, du Yémen, et j'en passe qui interviennent, et donc qu'il n'y ait pas de nouvelles crises régionales en tout cas. Merci Firouzeh Navandi d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre sur l'Iran dont je parlais est publié aux éditions de Beck. Et il y a aussi un autre livre, Être femme en Iran, quelle émancipation, et lui publié aux éditions de l'Académie royale de Belgique. Merci d'avoir été avec nous.